J'insiste vraiment, soyez gentils, par respect pour les gens qui sont là pour écouter la conférence et pour nos intervenants. Merci. Est-ce que la troisième fois sera la bonne? Je ne sais pas. Donc l'intitulé de notre prochaine conférence est Confiance, adhésion, participation. Que de beaux mots. Comment mobiliser derrière un projet? J'aurais envie de dire que peut-être le mot le plus important, c'est confiance. Alors je ne veux pas du tout démarrer sur vos débats. C'est vrai qu'on a beaucoup, j'ose à peine employer le terme de crise de confiance, qu'on a beaucoup parlé de crise déjà dans la première conférence. Il y a eu un joli mot de Bruno Bonnel qui, de crise, dit il vaut mieux parler de chrysalide. Donc j'ai trouvé que c'était un joli moment et qui peut donner aussi un peu d'espoir. Concernant notre sujet, je ne sais pas si on pourra parler de chrysalide. Donc, si vous y arrivez, bravo. Je vous présente donc tous les quatre. Donc tout d'abord Joséphine Staron. Vous allez animer cette conférence. Vous êtes directrice des études à Sinopia. Vous en direz peut-être quelques mots. De ce que j'ai pu voir, c'est un think tank qui travaille sur la gouvernance des institutions publiques comme privées. À votre côté, Alexandre Faye, excusez-moi, j'avais une chance sur deux et j'ai loupé. Donc vous êtes président de Sinopia. Désolé, là c'est bien ancré là. Bruno Cotresse, vous êtes chercheur au CNRS et vous travaillez aussi au CEVIPOF. On vous entend souvent sur ces questions et notamment ces derniers mois et je pense que ça va continuer encore quelques temps. Et Éric Semerjian, vous êtes conseiller municipal délégué à l'innovation sociale et à la coproduction de l'action publique sur la ville de Marseille. Donc coproduction de l'action publique, on est pile sur notre sujet. Je vous passe tout de suite la parole parce qu'évidemment on a déjà pris un peu de retard. Et comme tout à l'heure, on essaiera de passer aussi la parole à la salle. Merci beaucoup. Alors, je vais faire une introduction très rapide, déjà pour vous présenter Sinopia très rapidement, qui est un think tank créé en 2012 et qui travaille sur les questions de gouvernance, donc gouvernance des institutions, gouvernance de l'entreprise, et qui traite en transversal des enjeux de cohésion. Cohésion dans les territoires, cohésion nationale, cohésion en Europe. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là et qu'on s'interroge sur les difficultés récentes, peut-être pas si récentes que ça, me direz-vous, pour mobiliser les citoyens, les habitants d'un territoire derrière un projet. Que ce projet soit local, national, on sent qu'il y a une difficulté à recueillir l'adhésion, voire le consentement d'une grande partie des citoyens. Et ça pose cette question qui a été dite en introduction, la question de la confiance et la question de l'acceptabilité des décisions publiques, des projets territoriaux, locaux, nationaux, qui parfois souffrent d'un déficit de légitimité, de compréhension et, in fine, d'efficacité. Donc aujourd'hui, pour en parler, trois intervenants qui ont déjà été présentés. Donc je passe directement la parole à Alexandre Malafaille, président de Sinopia, qui connaît particulièrement bien le sujet de la puissance publique. Aujourd'hui, cette puissance publique, elle souffre d'un déficit de confiance, on l'a dit, du niveau national jusqu'au niveau local, avec quelques différences, on en reparlera. D'après vous, à quoi cela est dû et est-ce que la puissance publique, les pouvoirs publics ont conscience de cela? Alors, bonjour à tous. Ça va, vous m'entendez bien? Ça va? Ça fonctionne? Ok. La question de la conscience, en fait, est une question qui est intéressante. Moi, elle me renvoie à mon expérience personnelle. J'ai fait un peu de politique il y a une vingtaine d'années dans un des grands partis qui est maintenant en très grande difficulté. Et lorsque j'ai pris quelques responsabilités dans ce parti, on a essayé de mobiliser les militants et on l'a fait autour finalement de les questions de politique, comment on fait, proposer, faire de la démocratie délibérative. On a été très très productifs, très très prolixes. Je crois qu'on a été, je pensais qu'on était utile. Et en fait, en 2005, on s'est rendu compte que tout ça ne servait qu'à faire de l'animation et que tout ce qu'on racontait, tout ce qu'on disait était globalement inutile. Et j'ai un grand ponte de ce parti un jour qui m'a expliqué, écoute Alexandre, l'important c'est de comprendre à quoi on sert. Un parti, c'est fait pour prendre le pouvoir quand on l'a pas, ou pour le reprendre, ou pour le conserver quand on l'a. Et tous les coups sont permis pour cette fin. Voilà, j'ai entendu ça, j'ai quitté ce grand parti, puis j'ai continué ma vie professionnelle, puis j'ai créé Sinopia en 2012 parce que j'avais chevillé
au corps la conviction qu'un bon système de gouvernance, c'était un puissant levier d'adhésion, de transformation, de progrès, de mobilisation, et qu'à contrario, un système défaillant emmenait plutôt les gens dans le mur. Et en créant Sinopia, j'espérais effectivement pouvoir faire grandir des propositions au service de l'intérêt général et finalement de la transformation de la puissance publique pour effectivement la rapprocher des attentes des gens et puis de recréer de la confiance. Bruno en parlera largement. Fabriquer du consentement, ce qui est un vrai sujet. Et bon, on a fait notre boulot. On n'a pas toujours été entendu, mais quelquefois si. Et puis en 2017, je reprends le fil du temps, on a vu l'arrivée d'Emmanuel Macron avec une promesse qui était celle du renouveau démocratique. Bon, on a vu les 5 années qui ont suivi. Je ne porte pas de jugement sur la façon de faire, mais il n'empêche que la façon de faire n'a pas été toujours bien perçue. Je parle bien de perception. Et le résultat des courses, c'est qu'en 2022, on a une Assemblée nationale qui est très différente de ce qu'elle a jamais été. On pensait que les institutions étaient solides, mais elles ont été un peu débordées. Et on est dans un schéma une espèce de cohabitation qui n'est pas si facile que ça à gérer pour les uns et pour les autres. Moi, au travers de ça, j'en tire une leçon. C'est que la conscience n'était pas là, elle est prise de plus en plus, c'est vrai. Alors en particulier, monsieur le maire de Marseille adjoint en parlera, au niveau local et au niveau régional, il y a énormément de choses qui se passent. Au niveau national, on a le sentiment que bien souvent, on est encore sur du déclaratif. Et tout ça est très dommage parce que, en fait, bien souvent, toutes ces questions, c'est des questions de perception. Mais cette perception, pour qu'elle s'inverse et qu'elle redevienne positive, il faut utiliser des mots-clés. Le mot respect, par exemple. Respecter. C'est essentiel. Si vous voulez effectivement que vos concitoyens rentrent dans le film de vos propositions, à un moment donné, il faut les respecter et il ne faut jamais ou vous éviter de leur envoyer des messages de type mépris. Il faut les écouter. Écouter, ça ne veut certainement pas dire on passe en force. Voilà. Ça ne veut certainement pas dire on accélère et où on fait semblant d'écouter. Il faut bien sûr donner le sentiment de protéger les gens, c'est ce qu'on attend en démocratie. Dans ce domaine-là, il y a malheureusement beaucoup de Français qui ont le sentiment que leur protection n'est plus assurée correctement. Et c'est souvent plus une perception qu'une réalité par rapport à la globalité de la perception, mais la perception prend le dessus. Et puis, là encore, je dirais qu'il faut vraiment se mettre à la place des gens qui vont être amenés à subir ce que vous proposez, ce que vous faites. Et ça, c'est très très souvent laissé de côté, et c'est notamment lié à tout ce qu'on appelle les simulations, les réalités et les impacts. Je prends un exemple simple. En 2018, quand on a lancé cette grande initiative sur la loi sur le climat avec les augmentations de prix du carburant qui allaient effectivement s'en suivre, la CNDP a fait un boulot tout à fait intéressant et en juin 2018 avait livré un avis pour dire attention, n'augmentez pas le prix du carburant, le sujet est explosif. On connaît la suite, on a vu arriver les gilets jaunes. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut que le politique tienne toujours compte de l'avis de tout le monde, sinon peut-être qu'il ne ferait rien, mais ça veut dire qu'il faut qu'il tienne compte de l'état de l'opinion quand même et de mettre en œuvre des mesures dont il a fait la preuve qu'elles vont pouvoir être acceptées et qu'elles seront acceptables. C'est absolument essentiel parce que depuis 20 ans ou depuis 25 ans, pour répondre à la question de la confiance sur laquelle va évoluer Bruno, moi je crois que fondamentalement, les gens, là encore, je ne parle pas de qualité des bilans, les gens ont le sentiment qu'on va de désillusion en désillusion, qu'on a des grandes promesses électorales et qu'après, ça se décline de manière beaucoup plus moindre et sans effet ou sans véritable impact réel sur la vie des gens, si ce n'est que quand on nous promet le retour des jours heureux, le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, on nous annonce un hiver froid. Donc les jours heureux et l'hiver froid, c'est vrai que ça peut être un peu antinomique. Alors, je redirai juste un point pour conclure, avant de passer la parole à Bruno, c'est que je crois que ce qui est essentiel, en tout cas, c'est que la manière de faire de la politique dans les prochaines années évolue. Je crois que le terrain le fait de plus en plus, et je dirais de mieux en mieux. Alors ça dépend des villes. L'exemple de la ville de Marseille sera, je pense, extrêmement intéressant à suivre. L'exemple de la ville de Paris mériterait un long débat, je ne l'ouvrirai pas ici, mais je suis plus sceptique. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'initiatives sur le terrain qui sont assez remarquables, et je crois qu'effectivement, le niveau national ferait bien de s'en inspirer. Merci beaucoup et merci d'avoir respecté parfaitement le timing imparti. Bruno Cotresse, vous dirigez le baromètre de la confiance du Cevipof qui en est à sa 13e année aujourd'hui. Donc on peut effectivement en tirer maintenant des enseignements assez importants et les résultats sont édifiants. Ils montrent notamment les failles de la mécanique institutionnelle et démocratique de notre pays. D'après vous, quels sont les résultats qui devraient le plus nous interpeller et qui devraient interpeller la puissance publique ? Merci beaucoup, Joséphine. On réalise cette enquête effectivement depuis 2009 et depuis maintenant 2 ans en partenariat en particulier avec Sinopia. L'une des données caractéristiques fondamentales de cette enquête qui existe maintenant, qui va en être à sa 14e édition annuelle,
c'est effectivement un ensemble de données qui montrent un rapport extrêmement dégradé et détérioré des perceptions subjectives qu'ont les Français du politique en général. On verra tout à l'heure qu'il y a sans doute aussi des exceptions, mais voilà, il faut quand même partir de ça. La situation est extrêmement préoccupante, extrêmement détériorée, et quand on l'analyse sur une très longue durée, avec certains indicateurs que les chercheurs ont mis au point depuis les années, début des années 70, on voit que quelque chose s'est passé entre la milieu-fin des années 1980 et le début des années 90 dans le rapport des Français à la sphère publique, à la sphère politique, avec cette idée et cette représentation dominante, une classe politique qui n'est pas empathique, qui ne comprend pas, qui vit dans sa bulle. Alors on sait, Alexandre Malafey venait de le rappeler, qu'il y a une dimension de perception subjective. Mais il y a une dimension fondamentale que les décideurs doivent prendre en compte. Aux yeux des citoyens, ce qui est perçu subjectivement a des effets beaucoup plus importants que la réalité objective. Et la manière dont on perçoit la situation, les filtres avec lesquels on perçoit le réel, qui peuvent être des filtres idéologiques, sociologiques, ce que vous voulez, jouent un rôle extrêmement important. Donc voilà, une situation assez dégradée, avec des tensions qui sont apparues depuis quelques années dans notre enquête. Je vais vous donner quelques chiffres un peu édifiants. Au début de l'année 2022, nous avons demandé aux Français s'ils considéraient qu'un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement et des élections pouvait être un bon système de gouvernement pour la France. On a un tiers des Français qui disent oui. On leur a demandé si l'armée dirigeant le pays pourrait être une bonne solution. On est monté à 27%. D'habitude, on était autour de 17-18% qui disaient oui, l'armée, c'est intéressant. Nous avons 41% des personnes interrogées qui nous disent moins de démocratie pour plus d'efficacité. Ça pourrait être intéressant. À partir de là, deux grandes questions. Première question, quelles sont les causes de tout ça ? Les causes sont plurielles, sont difficiles à établir, mais on voit qu'il y a en France une trame assez fondamentale de percevoir à la fois la société comme fondamentalement injuste. Alexandre parlait du respect. On a demandé il y a 2 ans aux Français quel est le sentiment dominant que vous avez lorsque vous pensez à la manière dont la société française vous traite. Numéro 1, le mépris. Donc, corollaire de tout ceci, un sentiment non seulement d'une société injuste, mais surtout d'une société qui ne tient pas à sa promesse. Et alors là, on est au cœur de la question de la confiance, parce que la confiance est un mécanisme qui est complètement fondé sur l'idée de réciprocité. Je donne ma confiance, j'attends en être payé de retour. Je peux éventuellement pardonner que ma confiance ait été trahie 1 fois, 2 fois, ça devient plus compliqué. Et donc, il y a cette idée que la promesse d'égalité, de justice n'est pas tenue, qu'elle n'est pas tenue. Donc voilà, les origines sont très clairement en France situées du côté de l'ascenseur social bloqué, du sentiment que la méritocratie à la française ne tient pas ses promesses. Deuxième question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous avons, il y a 5-6 ans, dans le cadre de cette enquête, proposé aux personnes interrogées 2 scénarios. Un scénario qui est axé sur le principe de l'efficacité la plus totale. Il faut que les politiques arrêtent de parler, qu'ils décident enfin, qu'on voit concrètement, dans la réalité et rapidement, le produit de leur action. Les Français adhéraient très largement. Et puis, quelques temps plus tard, dans la même enquête, on leur disait, et si prenez du temps, enfin, pour discuter avec vous, pour concerter, les Français adhéraient également beaucoup à cette idée. Il y a donc en France une dualité des attentes démocratiques qui, à la fois, sont fondées sur de l'efficacité, qu'on voit concrètement le produit, le résultat de ceux qui nous ont dit au moment de l'élection « je vais changer votre vie », et puis en même temps, une demande profonde en France de proximité, d'empathie, de comprendre les problèmes des gens. Un bon exemple nous en est donné sur des projets de réforme qui vont être discutés dans les heures et les jours qui arrivent. Les gens ne voient pas la question de la retraite sous l'angle d'une équation où il faut trouver un budget pour assurer dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Eux, ils voient, oui, moi, si je continue à travailler, est-ce que je vais pouvoir en tirer un bénéfice, être davantage augmenté sur la fin de ma carrière, apprendre des choses, me former, être davantage épanoui quand je vais le matin au travail. Et donc, on voit une espèce de point de vue irréconciliable avec la parole du politique. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Cottresse. Monsieur Semerjian, vous allez nous apporter une vision de projet très concret que vous menez dans le cadre de la transformation de la ville de Marseille.
Et notamment, vous avez lancé en 2022 ce que vous avez appelé l'Assemblée citoyenne du futur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous expliquer surtout comment est-ce que vous faites pour faire participer, dans le cadre de cette assemblée, une vraie diversité, une vraie représentativité de citoyens, d'habitants de la ville de Marseille? Merci de me donner la parole d'un élu, enfin en tout cas la parole d'un élu de terrain qui a été élu il y a maintenant un peu plus de 2 ans sur cette idée que la confiance, effectivement, et ça vient d'être dit, et je puçois à ce qui vient d'être dit, que cette question de confiance, elle est intimement liée, je dirais, à la promesse qui est faite. Et cette suspicion, effectivement, des citoyennes, des citoyens par rapport aux politiques, a été, je dirais, un des éléments déterminants de la Constitution. Je reviens un petit peu en arrière, mais je dirais de la Constitution et de la pédagogie qui a prévalu à cette expérience assez inédite du printemps marseillais, constituée à la fois de partis politiques de gauche dans leur diversité et en même temps de l'appel à manifestation d'intérêt lancé aux citoyens marseillais pour participer à cette nouvelle majorité municipale. C'est l'ADN en fait du printemps marseillais, c'est-à-dire que les partis mettent leur drapeau dans la poche dans une structure qui, d'une certaine manière, va dépasser en fait leurs propres engagements partitaires et en même temps, dans une volonté, je dirais, de représentation égalitaire, constituer des listes électorales dans laquelle les citoyens représentent 50% en fait des entrants sur les listes électorales. Le tout basé sur une commission d'investiture qui a travaillé pendant des mois, après cet appel à manifestation d'intérêt, qui a travaillé pendant des mois sur la constitution donc, de ces listes et des nouveaux entrants, ce qui a donné en fait, dans cette nouvelle majorité, 90% d'entrants qui n'avaient jamais eu de mandat municipal ou en tout cas de mandat électif. Donc c'est effectivement une expérience très intéressante, au-delà du fait que le programme municipal aussi, dans le même temps, était élaboré à la fois par l'expertise, l'expérience des militants politiques, mais aussi des citoyens engagés dans les luttes sociales fortes qui irriguaient en fait Marseille. Et nombreux de ces élus sont des gens qui ont participé, par exemple, aux luttes contre le PPP sur les écoles à Marseille, où on se souvient des dramatiques événements concernant le logement indigne et les morts de la rue d'Aubagne à cette époque-là, donc des luttes sur le logement. Donc il nous a paru évident dès le début et de manière intuitive qu'il ne pouvait pas y avoir de prise de pouvoir, entre guillemets, sans associer pour la première fois et de manière très large les citoyens, à la fois à la constitution d'un nouveau projet pour Marseille, mais aussi donc à la gestion des affaires publiques dans le cours du mandat. S'en est suivi, bien sûr, quand vous amenez... je suis un nouvel élu, j'arrive aussi de ce mouvement citoyen qui s'appelle Mad Mars et qui a en fait assuré cette coordination entre à la fois les citoyens et les mouvements sociaux en fait qui traversaient Marseille, puisque cette ville est constituée bien évidemment d'une très forte dynamique au niveau associatif, au niveau etc., qui a pendant de très nombreuses années, d'ailleurs, suppléer le déficit des politiques publiques engagées dans cette ville. Comment tenir cette promesse? Il y a une forme de professionnalisation des élus qui se passe dès lors que vous êtes élu. Comment tenir cette promesse? C'est un exercice difficile. On l'a abordé à la fois avec détermination, mais avec beaucoup d'humilité. Je parle vraiment d'une expérience là personnelle. C'est d'abord
apprendre le métier d'élu quand vous n'avez jamais été élu. C'est par ailleurs, je parlais de promesses, traiter les urgences quand vous arrivez à la gestion de la deuxième ville de France, que vous n'avez pas, par exemple, de plan pluriannuel d'investissement et qu'il faut en faire un, que vous êtes obligé de faire un audit financier sur les finances de la ville, que d'autre part, dans une ville largement endettée, vous avez à répondre à la promesse, par exemple, de consacrer plus d'1 milliard pour la rénovation des 450 écoles marseillaises. Le tout dans une, je dirais, une temporalité qui nécessite à la fois d'associer et de continuer à associer les citoyens et en même temps de réformer l'administration municipale, etc. Donc c'est pas le et où, c'est pas le ou, c'est le sur lequel on était profondément concentré et confronté. Il y a le temps long en politique aussi. Mettre des processus de participation démocratique, créer des outils, demande du temps, demande un accompagnement, demande de la concertation. C'est-à-dire qu'entre le moment où on est élu et aujourd'hui, c'est passé 2 ans dans lesquels, bien évidemment, il a fallu élaborer les process sans lesquels, aujourd'hui, à part de la communication, à part des comptes rendus d'élus, je dirais, des comptes rendus de mandats, on va pas très loin. Alors, quels sont ces outils? Je dirais que le premier outil dans la participation citoyenne, dans la confiance, c'est bien faire son travail d'élu. Ça peut paraître, je dirais, naïf de dire ça, mais c'est bien faire. Et je vais vous citer un exemple. C'est par exemple, pour chaque élu, qu'il soit élu de secteur ou élu de mairie centrale, de participer systématiquement à chaque conseil d'école. 450 écoles, des ATSEM, des parents d'élèves, des enseignants, capacité à parler, à dialoguer, à faire remonter les problématiques, capacité aussi de manière pédagogique à expliquer la politique municipale. Bien faire son travail d'élu, c'est une présence dans toutes les instances en fait, et de concertation et de représentation. Et puis après, il y a ce qu'on met en place de manière plus systémique, je dirais, pour travailler sur cette participation citoyenne. J'en viens donc au sujet après cette un peu longue introduction. Je vous remercie. Mais l'Assemblée citoyenne qui va être mise en place là, au mois d'octobre est une assemblée qui va être constituée de 101 et une citoyens et citoyennes marseillaises, dont la composition en fait a été élaborée, réfléchie, concertée, avec 60% de tirage au sort sur les listes électorales, bien entendu sur le principe du volontariat. 24% de citoyens non inscrits sur les listes électorales, c'est-à-dire des citoyennes ou des citoyens hors aujourd'hui du champ politique, à travers des relais que sont les associations, les ONG, Médecins du Monde, la Croix-Rouge, etc., etc. Et enfin, 16%, pour une représentation, je dirais, plurielle de cette Assemblée, sur des jeunes de 16 à 18 ans, avec l'aide du rectorat et avec un public choisi au niveau des lycées d'enseignement généraux et des lycées professionnels de Marseille. Cette Assemblée, elle a un pouvoir d'autosaisine et en même temps, la ville a un pouvoir de saisine de cette Assemblée citoyenne qui va avoir à traiter dans le cadre d'ateliers. Les 101 membres sont nommés pour 1 an et remplacés tous les ans. Donc, ce qui fait qu'il restera donc 400 personnes qui seront au travail jusqu'à la fin du mandat et qui auront à se saisir ou à être saisis d'un certain nombre de sujets. D'une part, ce qui va être la grande question puisqu'on est labellisé sur le label européen ville décarbonée d'ici 2030, qui vont accompagner en fait et être à la gouvernance en fait de ce changement, je dirais, fondamental qui va
à la fois penser et élaborer ce changement de paradigme pour la ville de Marseille. Ils seront aussi engagés dans un atelier qui concernera et sur lequel, en fait, ils auront liberté de choix sur la représentation démocratique, mais aussi sur des sujets aussi divers que la précarité énergétique, que l'alimentation dans les cantines, etc. Ils auront possibilité aussi de présenter des délibérations au conseil municipal. Et ça, c'était pour nous très important. Et dernier élément, et je m'arrêterai là, parce qu'on considère que ce n'est pas un travail bénévole, ils seront donc défrayés, en fait, sur le même titre, sur le même principe que les jurés d'assises. Ils seront donc rémunérés pour le travail accompli et ils ont un budget qui leur permettra à la fois de chercher de l'expertise extérieure et par ailleurs d'assurer un travail de qualité en se déplaçant, en faisant du benchmark dans les autres villes, etc., etc. Voilà ce que c'est l'Assemblée citoyenne du futur. Merci beaucoup, c'est très intéressant et ça permet là on a eu un coup d'éclairage sur un projet très concret, une véritable expérimentation que vous menez et je pense qu'on sera tous très intéressés de suivre cette expérimentation et de voir ce que ça donnera dans les mois et années à venir. En tout cas, bravo pour cette initiative. Je me retourne à nouveau vers Alexandre Malafaille pour du coup avoir une vision peut-être en prise de hauteur à nouveau sur cette question-là. Donc pour mobiliser derrière un projet, on voit qu'il faut susciter l'adhésion, le consentement. Et là, on a eu un exemple concret de méthode, de recherche de ce consentement, de cette adhésion et de cette participation d'un grand nombre de citoyens ou d'habitants. Mais dans un pays qui est en proie à la défiance, comme on l'a vu, et où les pouvoirs publics semblent demander toujours plus d'efforts aux citoyens. On le voit aujourd'hui dans le cadre de la crise énergétique, on le verra sans doute demain dans le cadre de la crise climatique. Comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire adhérer les citoyens, les Français, à toutes ces grandes transitions sans en perdre sur le chemin, sans en laisser sur le côté ? Déjà en prenant appui ou modèle sur des initiatives comme celle de la ville de Marseille, parce que ça, sur le papier, ça sent bon. Il faudra voir la mise en œuvre dans la durée, mais sur le papier, ça sent bon. Parce que finalement, cette crise de la puissance publique, que nous, en tout cas, on considère comme étant réelle, et derrière le mot puissance publique, on met tout ce qui touche à l'État, aux institutions et aux pratiques démocratiques, qui n'ont pas beaucoup évolué depuis nombreuses années. Derrière cette crise, il y a plusieurs mots-clés. Bruno Cotresse a beaucoup parlé de confiance, et associé au mot confiance, il y a le mot consentement dont parlait Joséphine Staron. Et le consentement, en fait, c'est un mot dont il faut vraiment prendre conscience en matière de gouvernance publique ou privée d'ailleurs. C'est finalement une espèce de balance à l'échelle individuelle entre ce qui est bon et ce qui est moins bon pour moi. Voilà, c'est j'accepte les règles du jeu et donc j'accepte ce qu'elles produisent. Quand je vais assister à un match de foot ou quand je suis joueur de foot, j'accepte les règles du jeu. Voilà. J'accepte de gagner, j'accepte de perdre. Si je perds, c'est pas drôle, mais j'accepte le résultat. Je casse pas le stade après le match, enfin en général. Voilà, c'est cette espèce d'équilibre-là qu'il faut véritablement comprendre et sur lequel il faut travailler de manière majeure. Et derrière ce consentement, je voudrais insister sur un point, c'est qu'il y a un paradoxe. C'est qu'en fait, il y a 30, 40 ou 50 ans, pour ceux qui sont plus anciens, on vient d'un monde où on avait quand même le sentiment que les gens acceptaient d'obéir sans toujours comprendre, ils prenaient leur part. Aujourd'hui, il n'est plus question d'obéir sans comprendre et sans même être associé ou participer. Et c'est un vrai paradoxe, parce que pendant que finalement les gens ont envie d'être impliqués, eh bien petit à petit, on leur retire les éléments du consentement. Je faisais partie des rares qui étaient totalement hostiles à la mise en place du prélèvement à la source. Techniquement, pour Bercy, c'est génial. Absolument génial. Sauf que, et on peut dire les autres pays le font, oui, mais c'est pas culturel. Nous, on s'est appuyé sur un truc qui était de dire, finalement, l'impôt est obligatoire, mais on va quand même faire un acte volontaire pour le payer. Et donc, quelque part, évidemment, en cas de crise des Gilets jaunes, vous n'êtes pas à l'abri d'une fronde, d'une jacquerie. Mais il n'empêche que ça veut dire que vous êtes associé à ça. Vous avez un pouvoir de décision. Aujourd'hui, c'est terminé. La plomberie fiscale a été installée, votre consentement est forcé. Et le consentement forcé des Français, il est souvent forcé dans plein de domaines. Il faut qu'on fasse attention à ça. Le passage en force dont je parlais tout à l'heure, sur les retraites, aujourd'hui, c'est de ce dont on nous menace. Voilà, le fait de se retrouver embarqué dans une guerre avec l'Ukraine, je ne dis pas qu'il ne fallait pas y aller, mais en même temps, est-ce que les Français sont vraiment d'accord? Et est-ce que les sacrifices qu'on leur demande, ils vont accepter de les supporter pendant des années sans qu'on leur ait jamais demandé leur accord? Est-ce que le Parlement a été consulté? Je pose juste des questions. En tout cas, sur un plan méthodologique, c'est absolument essentiel. Les transformations au niveau énergétique. En France, on a fait des grands choix.
Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment demandé leur avis aux Français, de savoir s'il y a 15 ans ou 20 ans qu'on a commencé à faire des choix très inducteurs de sens, en matière de développement des ENR notamment, est-ce qu'ils étaient d'accord pour payer pratiquement 20 ans plus tard 2 fois plus cher leur électricité? Est-ce qu'on leur a dit, attendez, voilà ce qu'on va faire, mais voilà ce que ça va avoir comme conséquence? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que si vous me dites que moi, il y a 20 ans, j'étais d'accord pour payer 2 fois plus cher ma facture d'EDF, on va en discuter. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ça et je ne suis pas sûr d'être vraiment d'accord. Donc le consentement, c'est vraiment être capable de dire aux gens, voilà ce qu'on va faire, mais voilà ce qui va se passer. Et donc éclairer la décision publique, sans quoi vous prenez le risque d'avoir des grosses déceptions et des grosses désillusions. Et j'en viens donc à une idée, une proposition qu'on avait formulée en fin d'année dernière dans le cadre d'un rapport avec Sinopia sur l'avenir et la transformation de la puissance publique. Et on s'est dit, parce que derrière tout ça, il n'y a que 2 méthodes, et j'ai croisé Jean Castex il n'y a pas très longtemps sur le marché du 15e arrondissement, vous savez que maintenant on le retrouve un peu partout, y compris dans le métro, et j'ai parlé 10 minutes avec lui de ce sujet, il m'a dit, le seul sujet, monsieur Malafaille, c'est la méthode. Et donc la méthode, c'est comment on fait pour réussir les choses, transformer les situations et embarquer les gens avec. Et donc on s'était dit, tiens, comme la situation n'est quand même pas glorieuse, et c'était il y a un an, on va imaginer un Conseil national de la reconstruction, inspiré sur les fondamentaux de ce qu'avaient inspiré les pères fondateurs du CNR en 43-44, et donc avec la suite que vous connaissez en 45. Donc on a lancé cette idée, on a fait une tribune dans Marianne, on a fait notre petit boulot d'influence auprès des pouvoirs publics, notamment auprès du gouvernement. Bon, je ne sais pas si on a été suivi des faits, mais il se trouve qu'en tout cas, récemment, au mois de juin, on a lancé l'idée d'un Conseil national de la refondation. Voilà, donc on en était plutôt contents. On était un des rares dans les médias à dire qu'on était plutôt content de l'idée. Et puis, voilà, la mise en œuvre de ce CNR a été réalisée. Et nous, la seule chose qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on espère que ça va marcher, parce que être capable de mettre aux prises dans une même assemblée un certain nombre de parties prenantes qui n'ont pas les mêmes avis, mais de les faire travailler ensemble, de les faire délibérer dans l'approche de ce que propose la ville de Marseille. Délibérer, c'est pas simplement je suis consulté. La démocratie consultative, il faut la faire. La démocratie participative, il faut la faire. Mais la démocratie délibérative, c'est un sujet majeur. C'est-à-dire qu'on prend du temps, on met des gens, comme dans un cas d'un jury d'assises, on les fait travailler ensemble, il y a des experts, et à la fin d'un cycle de temps donné, ils vont pouvoir rendre un avis éclairé. Eh bien, ce CNR nous paraissait absolument essentiel à mettre en place pour éclairer toute une série de sujets, y compris la réforme des retraites. Ce qu'on peut regretter à ce stade, c'est que la méthode de mise en œuvre, là encore, c'est pas le tout d'avoir une bonne idée, il faut choisir les bons acteurs, les bons opérateurs et créer de la confiance au démarrage. La méthode n'a pas été peut-être la meilleure. Pour l'instant, le CNR est dans un état de liberté probatoire. On verra ce qu'il en est au conditionnel, on verra ce qui va en être fait. Mais croyez-moi, si vous avez l'occasion d'y aller ou d'y participer ou de dire plutôt du bien de cette démarche, vous aiderez en fait à la refabrique du consentement, qui est quand même la clé, et de l'adhésion, qui est la clé d'un modèle de gouvernance qui pourra, on l'espère, transformer le pays à la fois au niveau national, bien sûr, et puis au niveau local, évidemment. Mais ça, ce sera peut-être plus facile à organiser parce qu'il y a une vraie proximité, ce qui facilite quand même, évidemment, la relation avec les citoyens. Il y a une taille d'échelle aussi qui rend les choses plus simples. Voilà, en tout cas, vive le CNR, si j'avais un mot de conclusion, et rendez-vous dans quelques mois en espérant peut-être qu'une grande instance de la République l'aura hébergé pour pouvoir lui donner un cadre d'épanouissement plus propice. Je ne cite aucune institution, mais j'ai quelques idées en tête. Merci beaucoup. Comme on a déjà un petit peu dépassé le timing prévu, je me tourne vers Bruno Cotresse rapidement. On a parlé des différences entre le niveau local et national, et justement dans le baromètre, il y a des chiffres qui sont assez étonnants. Notamment, on voit que 63% des Français déclarent avoir confiance dans leur conseil municipal, contre 35% pour le gouvernement. Pareil, 65% ont confiance dans leur maire, contre 38% dans le président de la République. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ces écarts et qu'est-ce que ça nous dit de la situation aujourd'hui sur la confiance politique ? Excusez-moi, juste un mot, il nous reste à peine 10 minutes. Oui. Si vous pouvez faire court, si on veut donner un petit peu la parole à la salle. Excusez-moi. Je fais très bref, je vais aller à l'essentiel. Effectivement, on voit régulièrement dans notre enquête, depuis maintenant plus de 10 ans, cet énorme décalage entre la confiance dans le local et la confiance dans le national. 2 explications. Première explication, c'est pas que dans le local qu'ils ont confiance, c'est dans les institutions publiques plus que dans les institutions politiques, et notamment les institutions publiques dès lors qu'elles incarnent la proximité, le soin. Confiance très forte des Français dans l'hôpital, confiance forte des Français dans la police, avec un effet gilet jaune qui sont en train de rattraper, confiance très nettement inférieure dans la justice. Mais voilà, quand une institution incarne la proximité, le soin, la protection, ça marche bien davantage. Première explication. Deuxième explication, je pense que ce que nous a expliqué Éric Sémerjian est vraiment extrêmement intéressant.
au niveau local, il y a la possibilité à la fois d'embarquer les gens, à condition effectivement à condition que la méthode réponde aux attentes des gens et à cette exigence, à la fois de transparence, de renouvellement aussi, que ce ne soit pas les mêmes qui deviennent des professionnels de la consultation populaire, évidemment, mais aussi pour une raison, je crois, assez fondamentale. Quand le maire a annoncé quelque chose dans sa campagne municipale, il m'est possible, moi, le citoyen, d'aller vérifier sur pièce. S'il a dit, au cours de mon mandat, le dossier qui était bloqué de construction de l'hôpital va redémarrer, s'il a dit il y aura de la piétonisation, il y aura un parking, il y aura une médiathèque, je peux aller vérifier sur pièce, dans un laps de temps raisonnable. Le maire ne pourra pas se représenter s'il a dit il y aura une médiathèque et 5 ans après, les travaux n'ont pas commencé. Donc là, je pense qu'il y a là quelque chose d'assez viscéral, assez fondamental. L'action publique au niveau local vise à modifier des grands agrégats que les Français, que les citoyens ne voient pratiquement jamais venir sur eux-mêmes. Quand on dit grâce à moi, j'ai augmenté le pouvoir d'achat, ce sont des données macroscopiques. Il y a beaucoup de Français qui disent mais je ne comprends pas, je galère toujours. Donc je pense qu'il y a là une différence assez fondamentale. Merci beaucoup. Très rapidement, Monsieur Semerjian, parce que vous avez déjà dépassé votre quota de parole et je m'en excuse. Un mot sur le projet Marseille Innove par l'Alliance, simplement pour nous dire comment est-ce que ce système d'alliance est mobilisé à Marseille entre le public et le privé pour mobiliser derrière un projet, juste la partie public-privé. Alors oui, c'est un des process mis en œuvre, et pas le seul, mais c'est effectivement ce qu'on appelait le MIA, bien connu à Marseille. Marseille innove par les alliances. Nous, le constat qu'on a fait, c'est que, je parlais de temps long en politique, c'est que le déploiement des grandes politiques publiques, même dans le cadre de Marseille en grand, sur les problématiques de mobilité, de logement, de rénovation des écoles, tout ça prenait une mandature, voire 2 mandatures. Comment trouver en fait des marges d'agilité et répondre en fait au cours de la première mandature aux besoins exprimés par les gens en termes de mobilité, en termes de rénovation de l'habitat dégradé, en coordination et en articulation, bien évidemment, avec l'ensemble des acteurs, à la fois nationaux, mais aussi régionaux, métropolitains, etc. Donc l'idée, c'est désiloter effectivement les approches et travailler ensemble. Il y a à Marseille, je le disais, un réseau associatif très fort, des fondations, des grandes entreprises qui sont impliquées dans un certain nombre de projets à objectif d'intérêt général. Et l'idée, c'était comment trouver la structure, la bonne ingénierie pour faire travailler en fait ces acteurs ensemble et déterminer avec eux les grands sujets et les projets qui seraient mis en œuvre de cette manière-là. Donc c'est le MIA, accélérer des projets qui méritent de l'être, des projets d'intérêt général, débloquer un certain nombre de situations de blocage pour des projets qui sont intéressants et qui relaient de certaine manière les politiques publiques mises en œuvre par la ville. Et troisième sujet, répondre à des défis. Répondre à des défis, c'est par exemple dans une ville où la politique de construction des piscines et d'entretien des piscines, on est à Marseille, a été abandonnée durant les dernières années, c'est comment faire en sorte que des enfants sortant de l'école primaire puissent apprendre à nager. Et bien ça mobilise effectivement les entreprises, du mécénat, des fondations, etc., la puissance publique pour créer des bassins de nage, par exemple, durant l'été. Voilà. Donc mobiliser des financements, mobiliser des énergies dans le cadre d'alliances inédites associant l'ensemble des acteurs de la ville. Merci beaucoup. C'est parfait, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Si oui, assez brèves et adressées peut-être à l'un ou l'autre des intervenants. Merci. Je vous demanderai de vous présenter aussi. Bonjour, merci. Michel Madret, je suis fonctionnaire et bon, je parle à mon nom propre. Je suis originaire d'une ville du sud de la France, mais à l'autre bout du l'arc méditerranéen, qui a un maire Rassemblement National et qui a envoyé 4 députés sur 4 Rassemblement National. Et ce qui frappe, je viens t'éviter ma question, c'est que la vieille structuration idéologique entre les Ratsoc d'un côté, le RPR,
un once de poujadisme a complètement disparu. Je ne fais pas de politique, c'est de la science politique, sous votre contrôle, Monsieur Cottresse. Est-ce que le sujet aussi, indépendamment de la méthode, c'est pas de retrouver, comment dirais-je, autour de valeurs plus ou moins communes, en fait finalement, des visions du monde séparées, donc différentes, distinctes, et pas d'avoir une espèce de gloubi-boulga, parti unique de gouvernement, et finalement laisser aux extrêmes la, comment dirais-je, la responsabilité de l'alternance. Voilà. La question est déjà très très large et complexe. Bruno Cottresse, je ne sais pas si vous voulez. Oui, je veux bien répondre. Oui, ça paraît une bonne idée, mais je dirais que si on prend le cas de cette ville et du département que j'ai situé, on voit qu'il y a en même temps des ramifications maintenant beaucoup plus profondes de ce mouvement politique qui a réussi d'une implantation territoriale qui est sans doute à la base de son succès ultérieur. Et quelque chose là aussi de très important s'est passé. En revanche, il y a effectivement la question du rapport au grand récit idéologique, à la structuration du système politique et du système partisan. C'est vrai que notre système partisan est considérablement aujourd'hui en une sorte de chantier. Ce chantier n'a pas été ouvert par Emmanuel Macron. Voilà, il serait faux de dire que tout date de la grande perturbation de 2017. Cette perturbation est davantage un effet d'une perturbation qui, elle, se produit dans de très nombreux pays européens. J'ai cité tout à l'heure la datation du milieu des années 80, début des années 90. C'est là où tout s'est passé, dans de très nombreux pays européens. Une déstabilisation des systèmes partisans en Europe, principalement liée à la vague de l'économie globalisée ouverte. Voilà. Nous avons commencé à voir dans nos vies les effets de ce qu'on appelle la mondialisation, la globalisation de l'économie, à partir du début des années 90. L'Université de Zurich a mis au point un indicateur qui combine de multiples indicateurs. Ils ont par exemple regardé le nombre de coups de téléphone que nous, les Européens, nous sommes mis à donner vis-à-vis de pays étrangers, que nous avons reçus de l'étranger, et on voit que c'est exponentiel à partir de ce moment-là. Et donc une grande perturbation historique. Nous en sommes les témoins. Nous en sommes les témoins. Les historiens, dans 2 siècles, 3 siècles, diront en Europe, quelque chose de très important s'est passé entre les années 80-90 et les années 2000, je ne sais pas combien. Voilà, on est les témoins de cette transformation. Elle n'est pas finie encore. Et progressivement, c'est une sorte de rouleau compresseur qui écrase des trucs, qui amène des objets et des acteurs politiques à se recomposer. Et on voit la difficulté des grandes formations politiques classiques à digérer tout ça, à en faire quelque chose. Elles essayent. Moi, je fais partie des observateurs politiques qui portent crédit aux politiques de sa sincérité. Voilà, je pense qu'ils sont sincères. Je pense qu'ils sont sincères, mais il y a un problème de crédibilité. Voilà, il y a un problème de crédibilité. Et parce que derrière, quand vous avez toute une série d'acteurs politiques de premier plan qu'on connaît, on ne s'en citera aucun, mais qui vous parlent de valeurs, de grands projets, de liberté, d'égalité, de fraternité, par exemple, pour une bonne partie des Français, la liberté, elle est très restreinte, l'égalité, elle n'est pas en marche, et puis quant à la fraternité, on n'en voit pas toujours le début. Là encore, je parle de perception générale. Mais donc, quelque part, quand les promoteurs d'un système de valeurs et d'une perspective ne sont pas crédibles, parce que soi-même, on n'en a pas le retour, ou le profit, ou la chance d'en avoir l'usage, eh bien, on a du mal à croire que... Et donc, ça permet après, effectivement, de dire je vais soutenir d'autres types de formations alternatives qui, elles, disent la même chose, mais autrement, et quelque part, dont on se dit peut-être que... Et vous avez dans très nombreux pays une conséquence directe de cet affaissement des systèmes partisans, l'émergence ou la réémergence du leader charismatique. Un de mes collègues a écrit un livre qui s'appelle « Le retour du prince », et on le voit partout dans très nombreux pays, de personnes qui émergent en disant moi, dans tout ce chaos, je vous dis où est la direction. Et nous avons vu au cours de la dernière élection présidentielle, évidemment, cette dimension qui était assez fortement présente. Donc il faut regarder sur une très longue durée. Je n'ai pas de doute que sur une très longue durée, les mouvements politiques qui ont semblé terriblement perturbés seront arrivés à se recomposer. Il y a toujours chez le citoyen l'envie de faire collectif avec d'autres qui pensent la même chose, de se retrouver au sein de collectifs. Ça peut s'appeler un parti politique, un mouvement, ces nouvelles formes dont on a parlé sur Marseille, aussi, qui traduisent effectivement aussi que les grandes organisations politiques doivent un peu mettre genoux à terre et dire j'y arrive plus.
j'y arrive pas tout seul, j'y arrive plus, il me faut les citoyens, il me faut les nouvelles modalités. Et on voit que c'est autour de ces questions que des choses intéressantes vont se passer. Nous avons eu en France une alerte de très très haut niveau, qui est la crise des Gilets jaunes. Je considère, et je l'ai dit dans beaucoup d'interviews, que lorsqu'Emmanuel Macron, notre chef de l'État, organise le grand débat national, il a appuyé sur le siège éjectable à quelques secondes du crash. Voilà, nous étions à quelques secondes du crash. Voilà, et on voit que ça pousse, que voilà, il faut répondre à ça positivement avec des initiatives qui visent à revitaliser le vivier, à ressolliciter des vocations, à donner la capacité, ce qu'on dit les capacités aux citoyens, de dire mais vous êtes compétents, vous avez des trucs à dire. Et puis le politique refait son boulot, il encadre, il propose des visions. Mais c'est un processus qui n'est pas fini. Hein. On n'en a pas vu la fin encore. Merci beaucoup. On n'a plus le temps pour des questions. Peut-être juste, Monsieur Semerjian, une phrase conclusive pour vous laisser la parole une dernière fois. Une petite phrase. Je ferai tout sauf une phrase conclusive. Non, juste l'idée que je voulais partager avec vous, c'est que ce changement de tropisme, on est effectivement dans une crise de la représentation, dans une suspicion effectivement généralisée du politique. Tout ça ne passera pas, et on s'en est rendu compte, par une remise en question aussi des modalités de travail à la fois des élus et de l'administration. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la révolution démocratique sans intégrer au niveau, et on le voit nous très bien, cette capacité des élus à travailler en transversalité, par exemple, de travailler en mode projet, mais aussi organiser une administration qui est très cloisonnée, à organiser aussi un travail en mode projet. C'est-à-dire que c'est un projet global qui irrigue aussi au niveau des élus, de l'administration, et tout ceci se retrouve bien évidemment dans un mode de production au niveau d'une politique municipale. Mais ceci, c'est indissociable. C'est en tout cas la conclusion à laquelle on est arrivé au bout de 2 ans de mandat. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. Merci à vous d'y avoir participé. Et je passe la parole au suivant, j'imagine. Mais merci beaucoup. Je vous propose de rester, pour ceux que ça intéresse. On va changer de thématique.